Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tout le monde. Le titre, c'est pas la peine que je vous le dise, vous savez lire tout seul. On va tout de suite passer à l'image suivante. Voilà. Voilà, Alors, tu passes à l'image, voilà. Donc, c'était pour vous parler, de vous dire deux mots de Achern, qui est une association créée il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle Achern parce que ce sont les amis des sites hébraïques des environs de Reichshofen et Niederbronn-les-Bains. Alors, pourquoi ce nom? C'est un petit clin d'œil. Image suivante, s'il te plaît. non, juste un instant, j'ai un tout petit Ouais, problème technique là ouais. et j'arrive. Enregistrement. C'est bon. Voilà, je reprends. Voilà, l'image suivante. Voilà. Voilà. Alors, ce nom de Achern est un petit clin d'œil à Asher Lévy. Asher Lévy qui a écrit des mémoires, comme vous le voyez sur l'écran. Ces mémoires qu'il a commencé en 1598 jusqu'en 1635. Autrement dit, c'est la principale source historique que nous ayons sur Reichshofen et les environs pendant la guerre de 30 ans. C'est par exemple par Asher Lévy qu'on sait qu'à la fin de la guerre de 30 ans, il restait 15 habitants à Reichshofen, alors qu'il y en avait autour de 800 au début. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde a été exterminé, mais ça veut dire que même s'il y a eu un grand nombre de morts, juifs et non juifs, une grande partie est allée se réfugier ailleurs. Et c'est pour ça qu'il restait que 15 habitants à la fin de la guerre de 30 ans. Alors, ce petit livre très intéressant, vous pouvez vous le procurer au Centre de généalogie juive à Paris, au Cercle de généalogie juive à Paris. Alors, Achern, qu'est-ce que c'est? C'est une association dont le but, l'objet est le suivant. Le territoire actuel de la communauté commune du pays de Niederbronn-les-Bains a compris de nombreuses communautés juives du XIe siècle aux années 1980. Ces communautés profondément enracinées dans le territoire l'ont maillé de cimetières, synagogues, bains rituels, écoles et lieux divers, connus et à découvrir, qui constituent autant de sites marquants d'une présence aujourd'hui disparue, mais qui représentent une facette importante de l'identité du pays de Niederbronn. Ce patrimoine historique et culturel judéo-alsacien doit être préservé et mis en valeur comme attrait touristique de cette communauté de communes. L'association poursuit un but évidemment strictement non lucratif et l'ensemble de ses actions sera réalisé dans le strict respect de la laïcité républicaine, mais aussi en tant que contributeur à l'histoire et à la sociologie des religions du territoire dans une région marquée par le concordat et le droit local. Dans cet esprit, évidemment, l'association promouvera le dialogue interreligieux tout en s'interdisant toute idéologie ou prosélytisme. Voilà, je pense que ça vous en dit suffisamment sur ce que c'est Achern. Achern qui a aujourd'hui un peu plus de 100 membres, sans compter une dizaine d'associations partenaires. On peut passer à la suite? Oui, alors les sources de connaissances sur la région de Niederbronn-Reichshofen, c'est d'abord, comme j'ai déjà dit, les mémoires d'Asher Lévy. Ce sont bien sûr les archives départementales du Bas-Rhin, les archives de la ville de Reichshofen qui sont très riches, et aussi, tout le monde n'y a pas accès, alors qu'elles sont absolument fabuleuses, les archives seigneuriales de la famille de Dietrich, qui mentionnent beaucoup de choses sur les Juifs, et les archives du consistoire. Si la chose vous intéresse, vous pouvez voir sur le site de Michel Roté mon article qui s'appelle Reichshofen et les Juifs, un demi-millénaire d'histoire commune, qui est apparu en 2014 dans la revue de la Char. La Char, c'est la Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ.
Et donc, cet article qui fait 25 pages est consultable donc sur le site du judaïsme alsacien. Pour toute question, d'ailleurs, vous aurez mes coordonnées à la fin et vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me téléphoner. Image suivante, s'il te plaît. Yoav? Oui, on voit. Ouais, envoie. Voilà. Alors, dans ces archives, justement, dans ces archives seigneuriales de Dietrich, qui se situent au château de Reichshofen, j'y ai trouvé ce petit Registerlin de 1601, dans laquelle on voit la population de Reichshofen qui est comptée non pas en nombre de personnes, mais en nombre de feux ou de foyers, si vous voulez. Alors, c'est écrit en allemand à l'époque. Donc, vous avez sur la partie à droite deren Mietwagen, c'est-à-dire ceux qui ont des voitures. Il y a 23 foyers. Si vous multipliez, vous comptez à peu près 4 personnes par foyer, en moyenne. Et vous verrez que le classement est vraiment très, très intéressant, le classement de la population. Donc, tout en haut, et pour commencer, ceux qui ont des voitures, une voiture. Ensuite, il y a deren Mitküchen, ceux qui ont des charrettes. Ensuite, il y en a 29, 39 plutôt, 39 foyers. Die Handfroner, ce sont les ouvriers journaliers. Il y a 61 familles. Die Witwen, les veuves, il y en a 6. Die Gefreiten, ce sont les manants, il y en a 16. Et puis, die Juden, les juifs, il y a 5 foyers, c'est-à-dire environ 20 personnes. Vous voyez que dans ce classement social de 1601, eh ben, die Juden sont tout à fait en bas de l'échelle. Ils sont même après les manants et ils sont après les manants. Voilà. Et puis ensuite, ça dit qu'au total, il y a 150 foyers en tout, ce qui fait à peu près 600 personnes. On passe à la suite. Envoie. Yoav. Oui, c'est bon. Ouais, vas-y. Alors, en arrivant à la Schule, on voit ce panneau, puisqu'à Reichshofen, il y a beaucoup d'endroits qui sont traduits en alsacien, et on voit Die Haute Schule, ce qui est évidemment, nous, en judéo-alsacien, on disait Schule, et les non-juifs disaient Die Haute Schule, la Schule des juifs. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus, parce que il y a une histoire, toujours dans les archives de Reichshofen, où il y a un certain nombre beaucoup de recensements ont été faits, parce que Reichshofen, la seigneurie, il y a eu 100 ans de procès autour de cette seigneurie, et donc tous les 2 ans, tous les 10 ans, le bailli faisait une sorte d'état des lieux. Et alors, quel est le rapport avec Haute Schule? C'est que le mot Schule, il a ce double sens pour nous d'être la synagogue, mais en alsacien littéral d'être une école. Et on sait bien que la Schule, c'est d'abord un endroit où l'on va étudier, d'où son nom. Et le bailli, qui voulait rester à peu près politiquement correct, comme on ne disait pas encore à ce moment-là, a écrit que les Juifs n'ont pas de synagogue, mais ils tiennent une école, alors que c'était exactement l'inverse. Mais il y avait une synagogue, mais il n'y avait pas d'école. Or, les synagogues, à cette époque-là, étaient tolérées, mais interdites, mais tolérées, alors que sur les écoles, il n'y avait pas de réglementation. Donc, ce bailli, il a délibérément joué sur le jeu de mots de Schule, école ou synagogue, et il a délibérément mal interprété le mot Schule pour que ça ne puisse pas prêter à des remarques sociales dans cette époque. Et ça date d'environ 1750. Vous permettez une question? Oui. En Alsace, Judenschule, c'est aussi un sens péjoratif, parce Non. que là où je viens, en Suisse, Judenschule était toujours dans un sens péjoratif. Alors, Die Haute Schule, moi, quand je l'ai connu,
Ça dépend des bouches. Hein. C'est toujours un peu pareil. Hein, C'est un endroit sans discipline, avec beaucoup de bruit. On disait aux enfants de bruit dans les écoles. Écoutez, Oui. on n'est pas une Judenschule. Oui, alors ça, c'est le vieux proverbe alsacien qui n'est pas plus antisémite que ça, qui dit Tokestu wienere Juteschule. Exactement, mais toujours Ça veut dire que péjoratif tout le en monde Suisse. parle, personne ne fait attention, etc. Oui, 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 il y a ça, mais c'est plutôt du domaine. Alors, ça dépend toujours de qui le dit. Hein. Pour certains, c'est du folklore, c'est amusant. Pour d'autres, c'est une attaque antisémite. C'est pour ça, dans la communauté juive, on n'a jamais dit à la synagogue Judenschule, toujours Schule. Schule sans le Oui. Juden. Oui, mais nous, on disait Schule. Oui, Schule. Ouais. Nous, on disait Schule, mais c'est le mot. Alors que Schule, c'est plutôt l'expression yiddish d'Europe centrale. Exactement. Oui. En Alsace, c'est Schule. Voilà. On peut passer à l'image suivante. Alors, je voudrais, avant de ça, vous dire que le consistoire, dans sa grande bonté, a embauché un nouveau concierge depuis pas très longtemps, que vous pouvez voir sur l'image. Est-ce que vous voyez le concierge? Absolument. Bon, voilà. Merci, le consistoire. De rien. Shundra. À Cohen? Oui, je Katz? n'ai pas regardé s'il était Geschmack ou pas. Non, mais c'est Katz. Oui, c'est Katz, oui, bien sûr. Cohen Sedek. Oui, absolument. C'est M. Katzmann. Vous connaissez l'histoire de M. Katzmann? Oui, c'est à Cohen. Oui, donc, mais qui voulait donc absolument avoir un nom très très français pour s'intégrer. Oui, oui. Il voulait pas un nom polonais, il voulait un nom bien français. Alors, il a cherché quel nom il pourrait choisir. Il a dit, bon, je vais choisir. Alors, je vais essayer de traduire. Alors, Katz, c'est chat. An, c'est l'homme. Shalom, ça, c'est très français et pas du tout juif. Ah, Voilà, Shalom. Katzmann. magnifique. Bon. Oui. Et en allemand, ça donne Friedman. Oui. Salut Marc. Alors, bon, quelques petites images de. Alors, juste avant de continuer, Gilbert Weil, il a trouvé en gros 3 âges des synagogues. Le premier âge, ou la première, oui, c'est le premier âge, c'est les synagogues cachées, puisque pendant tout l'Ancien Régime, les synagogues étaient interdites mais tolérées. Et donc, l'exemple type de synagogue cachée que nous avons dans les Vosges du Nord, c'est celle de Pfaffenhofen, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent. On est dans une petite rue et il y a une maison comme toutes les maisons, on y passe la porte et on est à la choule. Le deuxième âge, c'est après la Révolution, après l'émancipation des Juifs de 1792, où cette émancipation a été révolutionnaire, ce qui veut dire que l'évolution des esprits a été un peu plus lente que l'évolution les mentalités ont été plus lentes à réagir que la loi dans cette occasion-là. Et le deuxième âge des synagogues, c'est devenu les synagogues discrètes. Discrètes, c'est-à-dire que on ne voulait plus trop se cacher puisqu'on était accepté par la société, mais de là à se montrer au grand jour, c'était encore une étape. Et donc, c'est synagogue discrète. Et c'est exactement le cas de Reichshofen, qui est un bâtiment que vous allez voir qui a une certaine importance, mais qui est un petit peu à l'écart, bien qu'il soit dans la Hauptgasse, dans la rue principale du village de l'époque. Et le troisième âge des synagogues, c'était alors après les synagogues très ostentatoires de la fin du 19e siècle, dont l'archétype est évidemment la grande synagogue de Strasbourg, celle que les nazis ont détruite. On passe à la suite. Envoie. Yoav. Yoav. Ah ben, je ne vois plus que Marc. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ah, est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Moi, je ne vois plus les images sur... tiens, salut mon cousin.
On voit Euh, plus il n'y a plus d'images non plus. J'ai l'impression que Yoav n'a plus de réseau. Ça peut Yoav. arriver. Vous Je inquiétez t'entends pas. pas, Yoann. Raymond, Bonjour voilà la Laurent. pharmacie de Reichshofen. Michel, tu m'entends? Ouais. Tiens, Alors, maintenant tu attendez. vois un grand N. Michel, Raymond, tu vois la pharmacie? Oui, je vois la pharmacie. Ben voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ça y est, on t'entend, Yoav. Ouais. Ok, très bien. Alors, on va retourner l'image. Ouais. Voilà. Tu passes à l'image numéro 9, s'il te plaît. Alors, La numéro 9. j'ai pas de numéro, c'est l'entrée de la synagogue Ouais, c'est ça. C'est ça. à l'extérieur. Mais le gardien. D'ailleurs, oui, voilà, celle-ci, voilà. C'était juste pour dire que les portes s'ouvrent. Oui. Et puis, on va passer à la suivante, où on s'approche un petit peu plus. Bon, je l'ai joué un petit peu. Alors, voilà. Ensuite, on a une image de la toiture. La suivante, tu as encore? Oui. Voilà. Encore une suivante? Oh non, encore une? Et on arrive à la synagogue maintenant. Oui, À c'est ça. l'extérieur. Non, mais d'abord la toiture. D'abord, La on voit le toit de la synagogue. Ah, ben non, c'était la précédente. Je voulais vous montrer le toit parce que le toit, c'est le problème c'est Oui. le gros problème de cette synagogue parce que c'est celui qui est en mauvais état et que, d'après l'architecte du patrimoine, il y en a pour 250 000 € pour la refaire. Voilà. On voit la photo avec les toits. Oui, on la voit là, oui. Ouais. Ok. Je voulais juste faire une petite précision. La synagogue de Merzwiller était à l'identique de celle de Reichshofen, Pas tout à fait. pratiquement. La Elle, construction. elle se ressemblait beaucoup, ouais. Ouais. Alors, un petit extrait. Cette synagogue a été construite par un architecte départemental. Alors, il faut savoir que dans tout le 19e siècle, il y a eu dans tous les départements et dans tous les cantons de France, ou arrondissements plutôt, pas canton, il y a eu un architecte départemental dont la mission était la chose suivante, c'est que avant, dans l'Ancien Régime, tous les bâtiments de prestige étaient faits à la gloire du roi, de la noblesse ou de l'Église, et que la République a voulu mailler le territoire de bâtiments républicains. Donc, la mission de ces architectes départementaux était essentiellement de faire des bâtiments communaux tels que les mairies, les écoles, les ponts, les maisons forestières, etc., etc. Mais que, en particulier en Alsace, ils ont aussi fait des églises et à l'occasion des synagogues. Donc, il y a eu, on connaît des architectes tels Ringhuysen ou d'autres qui ont fait des synagogues. Alors, chacun avait son style. Chacun avait son style et qui sont souvent reconnaissables. Celui de Reichshofen s'appelait Valentin Haas. Non, pardon, il s'appelait Albert Haas. Ce Albert Haas qui était le fils d'un maître de forge, qui était le patron d'ailleurs de l'usine de Dietrich à Zitzwiller. Et ce Albert Haas a commencé à faire les plans de la synagogue avant d'être, il n'a jamais terminé le projet parce qu'il a été viré avant par le préfet pour raisons politiques. Je suppose d'ailleurs que c'était plutôt des raisons religieuses parce que les Haas étaient protestants et que le préfet qui venait d'être nommé était à ce moment-là un catholique intégriste. Toujours est-il que Albert Haas envoie son projet à son chef et que vous voyez ici la réponse de M. Morin, qui était l'architecte en chef et qui écrit au préfet. Alors, il fait quelques critiques techniques, mais surtout, il dit dans son deuxième paragraphe, que j'avais grandi là, sur la photo en bas à droite, l'emploi pour les croisés de l'arc en fer à cheval ou cintre ou outrepassé ne se recommande ni par l'économie, ni par la solidité, ni même par les souvenirs historiques,
car cette forme accidentellement employée pour quelques édifices byzantins n'est devenue un style particulier que du 7e au 8e siècle, affecté spécialement aux édifices des Arabes. Donc, et c'est ça une des grandes originalités de la Schule de Reichshofen, c'est que toutes les ouvertures sont de style néo-mauresque, et que même si on a un bâtiment qui a en fait la forme d'une église dont on a enlevé le clocher, eh bien Albert, qui a voulu donner un caractère propre, a tout simplement inventé le style néo-mauresque en Alsace, puisqu'il s'agit du tout premier bâtiment, du tout premier exemplaire de style néo-mauresque, avec ces cinq outrepassés qui sont de style tout à fait arabe. Et c'est pour ça que je manque jamais de dire à mes visiteurs que voilà une église avec des aspects de mosquée et qui en fait est une synagogue. Si ça n'est pas un appel à l'interreligieux, alors il n'y en a pas d'autre. Voilà, on peut passer à l'image suivante si vous voulez. Au revoir. Yoav. Oui. Oui, voilà. Alors, toujours cet arc outrepassé au-dessus de la porte, et c'est la porte des femmes. Hein. Vous avez au-dessus en hébreu, c'est la date de l'inauguration en août 1852. Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Écrit au-dessus de l'entrée des femmes, l'inscription classique dans la traduction, c'est que la femme vertueuse est louable. Alors, j'ai toujours des petits plaisantins qui me disent que d'habitude c'est le contraire, mais bref, passons. Et puis, il y a à côté une plaque en souvenir de Maurice Dreyfus et de son épouse qui ont vécu à Reichshofen, où ils ont élevé 18 enfants. Voilà. Pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Si on dit Umbeschreier. Umbeschreier, c'est ça. Alors, on passe à la suite. Oui. Alors ça, c'est juste une petite vue de ce qui servait à suspendre la lumière de la lampe à pétrole, je suppose. On passe à la suite. Donc, l'entrée des hommes. Ben voilà, un gros plan sur l'entrée des hommes avec l'inscription traditionnelle. Quelqu'un veut me la lire, me la traduire? Oui. Alors, Terry? Je ne vois pas l'inscription. Là? Ah, pardon. Il faudrait voir l'inscription, oui. On ne peut pas la voir là. On ne peut pas la voir. C'est image 18. Voilà, maintenant on voit bien. Non, non, voilà. Ah, Voilà. Zéachahar, l'Adonai, l'Hachem. Après, Tzadikim yavou bo. Tzadikim, non, ah oui, les justes, oui, c'est la porte qui mène à l'éternel et les justes y entreront, oui. Et les justes y entreront, c'est ça, c'est l'expression, c'est la formule assez traditionnelle, je crois, dans l'entrée des… Oui, c'est assez courant, oui. Oui, voilà. Alors, aux archives départementales, on trouve les plans de Albéras. Miséricorde des libéraux, ça. Je ne le reconnais pas. parce que marqué Thierry et Sophie, je sais que ça fait. Alors, il faut éteindre le micro, s'il vous plaît, parce qu'on attend chacun. Voilà. On trouve Oui. Enfin, en fait, ce ne sont pas les plans de Albéras, parce que ce sont les plans que Albéras a fait, mais qui sont signés en bas par celui qui a dû le remplacer après que Albéras ait été viré et qui s'appelait Matuszynski. Donc ça, c'est un nom qui n'est pas soupçonnable d'être protestant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais toujours est-il que c'est là qu'on a les plans originaux de cette choule et qu'on y voit d'ailleurs sur la coupe en bas à gauche que la bima se trouvait bien au milieu de la salle et pas devant l'almémor comme elle est aujourd'hui. Alors, vraiment, quelle année l'abîme a été déplacé? Alors, elle a été déplacée, on en parlera un peu plus tout à l'heure, quand je D'accord. vous montrerai les travaux. Elle a été déplacée en fait en 1900. D'accord. Je continue. S'il te plaît. Vous préférez que je fasse les commentaires en français ou en alsacien? Le 2.
Voilà. Bon. Alors, ça n'a rien à voir, c'est la Schule de Niederbronn, Ouais. qui est de 1867. Mais j'ai mis cette image-là pour vous montrer qu'elle est directement la fille de la synagogue de Reichshofen. C'est Alexandre Matuszynski qui a fait dessiner la synagogue de Reichshofen 17 ans après. Et vous voyez qu'il a gardé le style d'Alberas en le développant. Alors cette choule est aujourd'hui devenue, aujourd'hui ce n'est plus une choule, c'est le foyer paroissial de l'Église catholique qui se trouve à côté. Et qui a été construite d'ailleurs 2 ans après la synagogue au départ. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on passe à l'image suivante. On voit, s'il te plaît, Yoav. On voit déjà, c'est bon. Ouais. Non, c'est pas bon. Ça, c'est la synagogue de Niederbronn, ça, dont je vous parlais à l'instant. Non, non, on voit la choule derrière. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, c'est la choule. On revient à Reichshofen, c'est la partie arrière de la synagogue. Et on voit qu'elle a été pas mal criblée de balles. Mais je ne sens que je puisse dire exactement quand, parce que cette partie arrière, ben, elle est pratiquement inaccessible. Il n'y a que quelques maisons de l'autre côté, et je ne vois pas pourquoi, depuis ces maisons, on aurait tiré sur la synagogue, sauf si c'était dans un but de dégâts ou de vandalisme ou d'antisémitisme. Alors, c'est une question, pour l'instant, qui reste sans réponse. On peut passer à la suite. Voilà. On voit. La suivante. Tu vois? Oui. Alors là, tu as fait plusieurs photos de balles. Oui, j'en ai mis plusieurs. C'est aussi pour vous montrer que la proximité avec l'église et son célèbre casque à pointe, l'église de Reichshofen. Voilà, l'image suivante. Alors là, on voit encore la synagogue derrière. Qui était. Oui, je suis pas aussi loin que toi encore. Il y avait un. Bon, allez, je te rattrape. Voilà. Ben là, on voit bien derrière l'Arche Sainte qui a. Alors, j'ai vu un témoin qui avait 7 ans en 40 quand les Allemands sont arrivés et qui m'a raconté qu'il a assisté à la scène où un Feldwebel a ordonné à 2 soldats allemands de prendre un bidon d'essence pour aller incendier la synagogue. Ce qu'ils ont fait, mais apparemment sans trop de zèle, puisque la toiture au-dessus de l'Arche Sainte qu'on voit là est un peu noircie, comme s'il y avait eu un début d'incendie, mais ça n'est pas allé au-delà de ça. Donc cette synagogue n'a pas été détruite par les Allemands. Par contre, elle a été entièrement vandalisée, enfin, à l'intérieur. Tous les objets qui s'y trouvaient, ou presque tous, ont été pris, en particulier les lustres, etc., mais plutôt que par la population. Voilà. Alors, si je regarde aussi sur cette Arche Sainte, il y a cette pierre en grès sur le côté où il y avait un creux qui a été bouché et je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Il y a exactement la même de l'autre côté, donc je suppose que peut-être c'était un œilleton qui devait ramener un peu de lumière à l'intérieur. On peut passer à la suite? Oui. Voilà, là on voit plus proche. Ouais, on voit plus proche. Il y a aussi des impacts de balles. Oui. Voilà. On continue. Alors là, on va à l'intérieur et on a quelque chose qui est assez original et assez émouvant pour moi. Dans le vestibule à l'intérieur de la synagogue, il y a évidemment le Gisef, la fontaine pour se laver les mains. Ce mot de Gisef, dont on dit d'ailleurs que ça viendrait de Gisfas, donc le tonneau pour couler de l'eau. Alors cette synagogue a été inaugurée, comme je vous le disais, en 1852. Il faut savoir que le budget pour la construire était assez serré, puisque le devis était de 19 500 francs, que la communauté, par une collecte, est arrivée à fournir 7 000 francs, que la commune d'Reichshofen a donné 6 000 francs, que tout ça nous faisait 13 000,
et que c'était loin des 19 500, sauf qu'ils ont réduit le budget à 16 000. Et donc, on trouve aux archives départementales un courrier où la communauté de Reichshofen s'adresse au ministère de l'Instruction et des Cultes, direction des cultes non catholiques, pour demander un secours pour compléter le budget. Et là, on a le ministre de l'époque lui-même qui répond par un courrier en disant que normalement, un secours se demande avant la construction, jamais après. Mais que pour la circonstance, il allait accéder à la demande de la communauté et de verser l'argent qui manque pour deux raisons. La première, c'est que l'enquête Komodo n'a montré aucune opposition des habitants de Reichshofen, du quartier. Donc, en termes d'antisémitisme, ben non, personne ne s'est opposé à la construction de cette synagogue, alors qu'à Niederbronn, c'était le cas. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est la première fois de sa vie qu'il voit un bâtiment qui est réalisé pour moins cher que le devis qui le prévoyait. Et donc, ça l'épate, et que c'est donc pour ça qu'il a donné les 4 000 francs qui manquaient pour boucler le budget. C'est assez rigolo. Mais ça veut dire que le bâtiment a été fait, mais pour tout ce qui était aménagement intérieur, il n'y avait plus de sous pour le mobilier ni pour le reste. Donc, il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord. Si je regarde ce Guisef qui est complètement original, vous y voyez deux choses. D'abord, la partie qui reçoit l'eau usée, elle est en pierre, dans une forme de coquillage un peu kitsch, mais elle est incluse dans le bâtiment et dans le plan de Albert Haas. Elle est même très moderne parce qu'il y a un tuyau d'écoulement d'eau directement. Vous savez que les Guisef traditionnels, eh ben, c'était une bassine que l'on sortait pour la jeter dehors. Par contre, la partie qu'il a fallu rajouter, c'est la partie avec l'eau propre en haut. Qu'est-ce que c'est que cette bassine? Eh bien, en alsacien, on appelle ça Schäfele. Le Schäfele, c'est le bain-marie dans toutes les cuisinières à bois-charbon qu'on fabriquait, notamment chez De Dietrich à Reichshofen. Sur la partie droite, il y avait une bassine comme ça, qui contenait de l'eau et qui permettait d'avoir de l'eau chaude en permanence. Donc, on a récupéré cet objet et on l'a un peu transformé pour faire le Guisef. Alors, c'est du vulgaire fer blanc, hein, tout ce qu'il y a de plus vulgaire. On a rajouté par en dessous 2 petits tuyaux en laiton, mais comme on n'avait pas de quoi faire un robinet, on a mis simplement 2 bouchons pour arrêter l'eau. Et qu'est-ce que c'est que ces 2 bouchons? Et là, ça devient vraiment savoureux. Ce sont 2 dents de râteau à foin. C'est quand même amusant. Et je trouve que ce bricolage, eh ben, ça apporte un cachet tout à fait particulier à cette synagogue. Parce que ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Donc, on a 2 originalités. C'est le style architectural. Ensuite, on verra que tous les objets qu'elle contient sont d'un bricolage assez génial. Et la troisième chose, vous la découvrirez plus tard. On passe à l'image suivante. Oui. Donc, une vue générale de la choule dans son intérieur. L'image suivante, tu vois, s'il te plaît. Oui, on voit à l'intérieur. Voilà. Là, pour l'instant, je ne fais pas plus de commentaires que ça. Mais ça vous permet de voir un petit peu les couleurs et la disposition des lieux. Alors, on voit bien que la bima a été avancée à côté de l'Almémor, hein, alors qu'avant, elle se trouvait de l'autre côté de la colonne qui supportait la menorah. On passe à la suite? Oui. Alors, deuxième objet intéressant. La suite, Yoav, s'il te plaît. Oui, oui. Voilà. Alors, nous sommes en 1852. En 1852, il n'y a pas encore l'électricité. L'électricité arrive à Reichshofen en 1905. Donc, il faut bien s'éclairer dans une synagogue. Et on n'avait plus d'argent. Enfin, il y avait un lustre. Il y avait un lustre qui avait été prévu, mais apparemment, ça ne suffisait pas. Donc, on a construit ce porte-chandelier. Regardez bien comment il est fait. Il est constitué de 2
pieds de machine à coudre en fonte, fabriqués chez De Dietrich, sur lequel on a fixé un ensemble de fer plat et de picots qui servaient à porter jusqu'à 43 bougies. Voilà, ça non plus, vous le verrez nulle part ailleurs. On continue? On continue, Yoav? Ça arrive tout doucement chez toi, Reichhofen. Ouais, ouais. Alors, un autre objet, celui que j'aime bien mettre chaque fois que je fais une demande de subvention, je mets cette photo à la fin, c'est le tronc, la colonne pour mettre la tzedaka. Voilà, et ça, j'espère que vous ne nous oublierez pas, chers amis. Là, j'avais mis ma casquette de Schnorrer. On passe à la suite. Donc, voilà l'état actuel dans lequel se trouve cette choule. Et vous voyez qu'au milieu trône un poêle de Dietrich, mais qui est d'après-guerre. Hein. On continue. La suite. Oui. Alors là, c'est très intéressant, l'histoire. Voilà, l'histoire est très intéressante parce que, bon, vous voyez un garde-corps dans cette bima qui a été déplacée en 1900. Vous voyez ce garde-corps avec cette magnifique rosace qui est en fonte. Alors, juste en passant, l'artiste dans la fabrication d'un objet en fonte comme celui-là, ce n'est pas le fondeur, c'est le graveur qui fait une gravure sur bois, c'est le modeleur qui fait une gravure sur bois dans lequel, donc le négatif, dans lequel va couler la fonte liquide qui va après, en refroidissant, donner le positif que vous voyez là. Donc le graveur qui a fait ce travail sur le bois, c'était un véritable artiste. Toujours est-il que cette rosace, je l'ai trouvée dans les archives de Dietrich, toujours, une première fois comme dessus de table de jardin. Et on voit qu'on est tout à fait dans le Jugendstil, hein, puisque là, nous sommes en 1890. Et ensuite, je retrouve dans un second catalogue l'ensemble, tout l'ensemble de garde-corps, c'est-à-dire la rosace plus les côtés, les panneaux sur le côté, et qui est présenté comme un garde-corps pour des balcons. Et on peut en voir encore un comme ça à Saverne. Et ce garde-corps, il figure dans le catalogue de Dietrich de l'année 1905. Et c'est le catalogue qui a été envoyé pour l'exposition universelle de Paris. Voilà, donc ça fait aussi, c'est pas inintéressant de le savoir. Image suivante. Donc un gros plan de la rosace. Et je passe encore à la suite. Tu peux passer à la suite. Voilà, oui. Ça c'est le gros plan. Continue. Continue. Alors, on arrive à la prière. C'est ça, voilà. Alors, on a maintenant une vue d'ensemble de l'Abima, l'Aron HaKodesh. Tout ça pour vous donner aussi une petite vision des coloris qui sont utilisés, du bleu traditionnel au-dessus de l'Aron HaKodesh. C'est un bleu qui est peut-être un peu passé, qui n'est pas tout à fait le même qu'on va trouver dans les autres synagogues. Au-dessus, tout à fait au-dessus, vous avez deux œilletons. Alors, on trouve souvent un œilleton ou deux œilletons au-dessus de l'Aron HaKodesh. Dans cet œilleton, c'est quelque chose que c'est un truc que Gilbert Weil m'avait appris. On y trouvait traditionnellement des vitraux, en tout cas des verres de couleur. L'important, c'était pas du tout la scène que ça représentait. L'important, c'était d'avoir des verres de couleur. Parce que l'idée, c'était de savoir quand se termine le Shabbat. Puisque les textes disent que le Shabbat se termine lorsque la troisième étoile apparaît dans le ciel. Comment voulez-vous voir quand la troisième étoile apparaît dans le ciel dans un pays où il pleut la moitié de l'année? On ne peut pas très souvent la voir quand le temps est couvert. Donc, nos juifs rénants avaient inventé cet œilleton avec des verres de couleur. Et quand
plus aucune de ces couleurs n'était, quand on ne pouvait plus distinguer aucune des couleurs, eh ben, ça veut dire que le nouveau jour avait commencé, que donc le Shabbat était terminé, qu'on pouvait se dépêcher de rentrer pour mettre les vêtements de travail et repartir sur la route à pied pour être le lendemain, le premier, au marché de Igviller ou de Wissembourg ou de Haguenau. Voilà, ça c'est une originalité, pas de Reichshofen, mais rhénane en général. Et puis après, on va en venir aux deux tableaux pour la République qu'on va voir d'un peu plus près maintenant, en passant les images. Oui. Donc, vous en avez deux. Vous avez celui de droite qui est en hébreu et celui de gauche qui est en français. Ce sont des panneaux qui sont dans leur architecture tout à fait de style néo-gothique, c'est-à-dire dans le style qui était très à la mode dans les années 1850-60. Il représente la prière pour la République française et le peuple français en hébreu et en français. Je voudrais faire remarquer que, à ma connaissance, il n'y a aucune autre synagogue dans laquelle on puisse trouver cette prière qui soit mise au vu et au su de toute la communauté. Et ils ont été offerts, donc, comme on le voit au-dessus, par Aaron Kahn et Dina Bloch. Alors, j'ai cherché un peu dans leur généalogie. Aaron Kahn était originaire de Buchwiller, il avait fait fortune, il s'était marié une première fois avec une dame où on retrouve il a vécu, sa femme est morte à San Francisco. Donc, il est revenu en Alsace pour prendre une deuxième femme, Dina Bloch de Reichshofen, et c'était probablement lui le juif le plus riche de Reichshofen. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient offert ça. Ils se sont mariés en 1860. Donc, ce tableau doit dater d'environ 1860. Ces deux panneaux. Ça veut dire, tenez-vous bien, jeunes gens, c'est la prière pour la République française et le peuple français. En 1860, il n'y a plus de République française. Nous sommes sous le Second Empire. Donc, c'est une pure provocation. C'est une pure provocation pour marquer la fidélité des Juifs à la République qui nous a émancipés. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je vous demande d'imaginer ça. Ça veut dire que cette provocation, elle a été faite par Aaron Kahn et Dina Bloch, mais ça veut dire aussi que toute la communauté l'a accepté, puisqu'elle a accepté de mettre ostensiblement un texte qui était contraire à l'Empire français, au Second Empire. Alors déjà, ça, c'est intéressant. En plus de ça, ces panneaux, après l'Empire français, qu'est-ce qui s'est passé en 1870? Il y a eu l'annexion. Il n'y avait donc toujours pas de république, puisque nous sommes passés sous le Reich allemand. Et ces panneaux n'ont apparemment jamais bougé de mur sur lequel ils se trouvent. Ils ont retrouvé leur pertinence en 1919, après la Première Guerre mondiale, et même les Allemands, même les nazis, après, ne les ont pas enlevés. Alors, moi, je suis assez épaté par ça, et je trouve que ce culot de la communauté des Juifs de Reichshofen, qui avait quelque chose de cette obstination et de ce bon sens paysan en Alsace, et où on disait, celui à qui ça ne plaît pas, il n'a qu'à sortir et aller voir ailleurs. Et le texte est tout à fait intéressant, je vais vous le lire, parce que c'est la version de 1852. Dieu éternel, maître de l'univers, du haut de ton trône, tu abaisses les regards de ta providence vers les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Et là, après, ça devient intéressant parce qu'on parle de valeurs. Rends à notre bien-aimé pays la sécurité et le bonheur, afin qu'il jouisse d'une paix profonde. Amen. Alors, pourquoi rend? Est-ce qu'on l'a perdu, la sécurité et le bonheur, en 1860? Oui, puisque
On l'avait perdu pendant la révolution de 1848 où il y avait les pogroms, mais on l'avait aussi perdu par le retour à l'Empire, à Napoléon III. Et je vous rappelle qu'en termes de service militaire, c'était pas du tout rien cette époque, où quand on était conscrit, on partait pour 7 ans d'armée et qu'on n'était pas sûr d'en revenir en vie. Donc, rend à notre bien-aimé pays la sécurité et le bonheur, afin qu'il jouisse d'une paix profonde, c'est évidemment un souhait pertinent par rapport à l'époque où il est formulé. Je continue. Que la France se relève par le travail, l'instruction et la concorde, et qu'elle conserve toujours son rang glorieux parmi les nations. Amen. Que les rayons de ta lumière éclairent et guident ceux qui sont à la tête de l'État, que ta miséricorde et ta grâce soient leur bouclier. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Donc, ce texte Amen. Hein? Amen. Donc, cette formule est quand même très intéressante parce qu'elle est liée à son temps, quoi. Et c'est aussi par cet appel non dit, clairement rappelé, cet appel à la République, que cette synagogue de Reichshofen, je l'appelle la synagogue républicaine. Parce que je vous rappelle que c'est dans son architecture, c'est à la fois elle tient de l'église et de la mosquée pour faire une synagogue, que les objets sont des objets qui viennent typiquement du Dietrichland, du pays de Dietrich, c'est-à-dire qu'elle est profondément enracinée dans son terroir de Reichshofen, mais que tout ça s'est sublimé par l'appel à la République française. Et je trouve ça, d'une part, c'est unique, et puis je trouve ça très émouvant. Voilà. Alors, si quelqu'un a des commentaires à faire là-dessus, je vous écoute. On garde les commentaires à la fin. Il faut qu'on avance. Oui, juste un commentaire. Oui. Juste un commentaire. Il semblerait, mais c'est à investiguer plus en détail, il semble que le texte en hébreu soit plus traditionnel, plus classique et n'ait pas justement ces notions de rendre la sécurité ou de se relever par le travail. Je pense que ça, c'est un texte, le texte en hébreu doit être le texte concordataire, je pense. Ouais, ça serait sympa si tu peux me le traduire parce que comme je ne sais pas trop lire l'hébreu, ça m'intéresse. Moi ou d'autres qui nous écoutent, enfin je veux bien le faire, pourquoi pas, c'est intéressant. Il semble qu'il soit plus classique, d'après ce que je vois. Ouais. Ouais. Oui, mais ça, c'est une remarque tout à fait intéressante. Ça serait encore plus intéressant, d'ailleurs. Bon, alors on va le faire. Parce qu'il y aurait une version pour la communauté et une version pour les autres publics, quoi, pour les autres visiteurs. Ça l'extérieur et l'intérieur. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, eh ben, on va s'y mettre alors. Il y avait une prière pareille pour l'Allemagne à partir de 70. Pardon? Il y avait une prière pareille pour l'État, pour l'Allemagne, l'Empire germanique. Oui, il y avait une prière pour le Kaiser, oui. Mais à ma connaissance, on n'a jamais eu que ça à Reichshofen. À ma connaissance, on n'a jamais eu d'autre. Et c'est ce qui le rend intéressant, parce qu'elle a passé à les différentes étapes politiques de l'histoire, quoi. Très bien. On va avancer. Parce que ça, c'est vraiment le fondamental. À mon avis, pour moi, c'est l'intérêt principal historique de cette synagogue. Oui, on avance? Oui. Alors, ben, vas-y, change, s'il te plaît. Oui. Tu t'attends. Donc, une vue simplement avec l'Aron HaKodesh ouvert. Voilà, pas de commentaire particulier. On voit. Alors, un petit coup d'œil sur comment le ciel et les 10 commandements sont réalisés ici, dans ce type de Reichshofen. C'est assez traditionnel. Il y a quand même, c'est quand même d'inspiration. Alors, on avait du néo-mauresque tout à l'heure. Maintenant, on aurait presque du néo-grec avec la couronne de laurier et les feuilles d'acanthe. Enfin, néo-grec ou néo-romain d'ailleurs. Cette utilisation de la couronne de laurier comme celle que César avait sur la tête, c'est assez intéressant.
Je ne sais pas si on trouve ça souvent, par contre. On continue? On voit? Là, on voit un détail. Ouais, c'est un détail de colonne avec des feuilles d'acanthe à la grecque, quoi. Oui. On continue? On arrive au vitraux. Voilà. Voilà, on arrive aux vitraux. Alors, ce n'est pas que les vitraux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Alberas? Il a fait cette synagogue, comme je vous le disais, on en a abondamment parlé de l'extérieur, on n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur. Il a fait la galerie des femmes que vous voyez en haut de la photo, mais il l'a faite, traditionnellement, cette galerie des femmes était construite comme un balcon qui repose sur des poteaux. Donc, il devait y avoir un poteau normalement tous les 2,50 m, ce qui aurait complètement changé l'aspect de la salle à l'intérieur. Il a préféré les accrocher au mur, ce qui était une technique, bon, c'est pas si rare, c'est pas unique, mais c'est pas très fréquent non plus. Et ça donne encore un caractère particulier architectural à l'aspect de la salle, parce que on y voit donc ces doubles fenêtres en fer à cheval néo-mauresques, mais qui sont inscrites dans une sorte d'ogive gothique, ce qui est assez étonnant. Alors, je ne sais pas si c'est beau ou pas, mais en tout cas, c'est original. Certains pourront l'interpréter comme kitsch, mais l'ensemble reste réellement harmonieux, malgré le mélange des styles. Alors, un petit mot sur les vitraux eux-mêmes. Vous voyez que ce n'est pas vraiment des vitraux, ce sont des pauvres verres de couleur rouge et jaune, et encore pas partout, mais que ça permet de donner une lumière dans cette synagogue qui est très très douce et très agréable. La suite? Alors oui, pardon, entre les fenêtres, vous voyez qu'il y a des médaillons qui sont peints et qu'on va voir maintenant de plus près, dans l'image suivante. Oui. Voilà. L'image suivante, voilà. Donc il y en a 6. Ces 6 médaillons représentent la ronde des fêtes juives tout autour de l'année. Alors la première que vous voyez, elle n'est pas difficile à décrypter, c'est l'étoile de David et les enfants à qui je fais visiter. Ah zut. Allô? Oui, oui. Ah, Bon. j'avais cru que j'avais fait une fausse manip. Les enfants à qui je fais visiter la synagogue me demandent toujours pourquoi il y a une pique dans l'étoile. Bon, je la réponds à eux, je ne vous répondrai pas à vous parce que vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. L'image suivante, celle du milieu, qui représente donc la balance qui est en déséquilibre, qui penche d'un côté parce qu'il y a une brique qui représente les péchés. C'est évidemment la symbolisation de Yom Kippour. Et je suis toujours cette représentation de la balance, ben, on la retrouve, elle vient clairement des Égyptiens qui pesaient le poids des âmes à l'époque. Donc il y a vraiment une continuité dans cette idée d'examen de conscience. Alors on continue. La troisième dans l'ordre, c'est celle où on voit des grappes de raisin. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Sukkot. Mais bien sûr que c'est Sukkot. Sukkot progressif. Oui, et évidemment, et après les fêtes redoutables, eh bien, il y a Sukkot. Et alors, généralement, on peut représenter Sukkot plus souvent par des fruits et des légumes, mais ici, on est en Alsace quand même. Et le vin, eh ben, ça a quand même une certaine valeur. Dans le monde juif en général, mais dans le monde alsacien aussi. Voilà, je continue. Simchat Torah. Simras Torah, c'est ça. Et au milieu, après, on a Hanouka. Hanouka. Et pour finir, je me suis longtemps posé la question. Tout Bishvat. Mais c'est que l'ordre chronologique qui peut nous donner Pour moi, c'est Pessah. Pour moi, c'est les gerbes de blé qui font. C'est plus Shavuot. Pardon? Ça peut être Shavuot aussi. Ouais. Ah, oui, mais ce ne serait pas logique dans l'ordre. Le blé. Si, ça peut, oui. Le blé. Le blé, oui. Oui, Ouais, mais enfin, je pense quand même c'est que
que Pessah est une fête bien plus importante, la fête de la libération du Il peuple n'y avait pas juif. assez de place pour mettre tout. Hein? La chose n'était pas assez grande pour mettre Pessah. Ben non, il n'y avait plus de place. On a occupé les 6 espaces qu'il y avait entre les 6 fenêtres. Non. Ah, que toute la choule était assez grande pour mettre Pessah, c'est vrai. C'est vrai. Bon, enfin, voilà. Ceci dit, les matzes, c'est aussi fait avec du blé. Oui, Ah oui, c'est ce que je disais, oui, que c'était le blé pour faire les matzot, oui. oui. Ouais. Je continue. Ouais, continue. Je voulais vous raconter une blague, mais ce sera pour une autre fois. Alors là, c'est juste, je vous parlais de lumière donnée par ces vitraux. Vous avez un petit exemple de la lumière du matin, là, qui est tout à fait surprenante. Voilà, c'était juste une image de transition pour vous dire, voilà, on a terminé la visite de la synagogue proprement dite, et je voulais vous parler maintenant de ce qu'on y fait tout au long de l'année. Alors, on y fait essentiellement des visites guidées, donc c'est l'image suivante. Envoie, Yoav, s'il te plaît. Oui. Vas-y, envoie. Ben, nous, on voit, mais ça arrive Ah toujours bon. sans toi. Bah, sur mon téléphone, j'ai toujours l'image précédente, c'est marrant. Bon. Voilà, ça y est, elle vient. Ouais, c'est vrai qu'à Niederbronn, on est loin hein, de Strasbourg. Oui, ça- Pardon, c'est l'inverse, c'est Strasbourg qui est loin de Niederbronn. Excusez-moi. absolument. Ouais. Donc, on y fait des visites guidées qui ont toujours beaucoup de succès. Alors là, c'était pour la Journée européenne de la culture juive. On continue, on voit. Ça, c'est une autre. Il y a toujours beaucoup de monde quand on fait, la visite des lieux. Ça, c'est pour les adultes, évidemment. On voit. On Voilà. voit encore. Ouais, ça, c'est la deuxième. Tu peux envoyer encore. Vas-y, vas-y. Non, c'est bon. Voilà, ça y est. Oui. Alors, juste un petit détail de la lumière que je vous disais sur les soubassements qui sont faits dans cette sorte de décor gratté là. Oui. Ouais, il y a d'ailleurs plusieurs couches de peinture parce que autour des fenêtres, on peut même apercevoir des fresques qui ont été recouvertes d'une deuxième couche de peinture. Continue. Alors, tout à l'heure, c'était les visites pour les adultes. J'y fais aussi tous les ans la visite pour les 6e des collèges de Niederbronn, de Reichshofen et de Wörth, qui ont, avec leur prof de religion, qui vont tous les ans faire un tour des bâtiments de culte, qui vont visiter une église catholique, une église protestante, une synagogue et, quand c'est possible, une mosquée. Donc voilà, on passe à la suite. Voilà une visite de ces enfants. Alors ne me dénoncez pas parce que normalement je n'ai pas le droit de mettre une photo où on voit les visages des enfants. On n'a pas vu. Non, contentez-vous de regarder le t-shirt de la jeune fille à droite, Oui. qui était la raison pour laquelle j'ai pris la photo, bien sûr. Je continue. Oui. On a donc pour des enfants, mais aussi pour des jeunes un peu plus âgés, des adolescents. Ça, c'est un groupe de jeunes qui venaient de Paris, du 9-3 en particulier. On continue. Vas-y. Voilà. Chez nous, ça arrivait. Ouais. Chez moi, pas encore. Ça y est. Alors, quelques petites vues du musée de la synagogue en passant. Et puis, on y a des... Alors, ici, c'est un concert. C'était un concert liturgique avec 2 personnes que vous connaissez bien, puisque c'est le père et le fils Bloom, Patrick et Jonathan. Ensuite, on passe à la suite. Oui. On a eu l'école de musique de Reichshofen qui nous a fait un petit concert de musique klezmer. C'était musicalement du niveau d'une école de musique de village, mais en fait, c'était tout à fait touchant. Voilà. Et c'était à l'initiative du prof de musique qui a demandé justement à jouer à la synagogue. Et on a trouvé ça vraiment très sympa.
On continue? On voit déjà Yoika. Ah, voilà, il y a Yoika ensuite, que je ne vous présente pas, accompagné de, son nom, ça y est, m'échappe au moment où je vais le dire, le célèbre accordéoniste manouche de la région. J'oublie son nom, je suis désolé. Pourtant, il est assez connu. Marcel. Ça me reviendra. Oui. Bon. Ensuite, il y avait cette. La photo pour moi, c'était juste la violoniste à côté du peuple français. En fait, c'était le groupe des Papyrosen que vous connaissez tous et qui nous a fait un concert de musique klezmer. Et nos concerts, ils ont. Tu peux passer à la suite. Oui. C'est bon, on voit la photo. Ouais, moi j'ai déjà passé une de plus. D'accord. Ça, c'est Marcel Leflair, c'est ça. Merci Christine. C'est ça. Voilà, alors nos concerts ont toujours eu un gros succès. Puisque souvent les gens me demandent longtemps à l'avance, et quand est-ce qu'il y aura le concert, parce qu'il faut qu'on soit là, est-ce qu'on peut réserver des places, etc. Non, on ne peut pas. Et chaque année, on refuse du monde. Chaque année, il y a des gens qui restent dehors. Passe à l'image suivante, s'il te plaît. Oui. Voilà, je continue. Voilà. Voilà. Le Le photographe s'est un petit peu amusé. Le photographe, c'est moi d'ailleurs. Et puis encore, la suite. Juste pour vous montrer le succès qu'on pouvait avoir dans nos concerts. Je dis bien que nous pouvions avoir, parce que c'est terminé. L'état de la toiture est tel que maintenant, on ne veut plus faire de grands rassemblements dans la synagogue, surtout avec de la musique, avec des vibrations et des applaudissements, parce qu'on a peur que la toiture s'abîme. Donc, on n'y fait plus que des visites guidées et des expositions. Voilà. Et depuis 2 ans qu'on ne peut y faire de concert, un soir, j'ai reçu un appel d'une copine qui fait partie du conseil de fabrique de la paroisse protestante de Niederbronn et qui me dit, écoute, nous avions une réunion tout à l'heure du conseil de fabrique, enfin du conseil presbytéral plutôt, et on a appris qu'il ne pourrait plus y avoir de concert à la synagogue pour raison de sécurité. On te propose de mettre l'église protestante de Niederbronn à disposition pour continuer les concerts annuels. J'ai trouvé ça, je ne sais pas comment vous trouvez ça vous, mais moi, ça m'est allé droit au cœur. Et on a effectivement, ça fait 2 ans qu'on fait nos concerts dans les églises, une première fois avec les Papyrosen, et puis l'année dernière, c'était avec la chorale Mélodie en chœur dont je fais partie. Et pour 2020, il n'y en aura pas pour des raisons que vous pouvez imaginer, pour des raisons tout à fait covidiennes. On passe à la suite. Vous pouvez envoyer. Oui, on voit une magnifique photo Ouais, c'est une image de transition, ouais. Toujours avec ses reflets dans les vitraux. Voilà, on arrive au choral de la grande synagogue. Voilà, et ça, c'était donc une des grandes manifestations. Alors, vous voyez au second plan un personnage en veste bleue avec une kippa blanche sur la tête. Celui-là, je crois que j'ai déjà rencontré quelque part, mais je ne me rappelle plus son nom. C'est celui-là avec les pantalons jaunes. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, il y en a un autre devant, et cet autre devant, c'est un Anglais qui s'appelle Ben Jack Nash, qui est un artiste que Yoav, justement, nous a ramené et qui avait fait une installation qui a eu beaucoup de succès à Reichshofen, grâce à Yoav et au consistoire, qui s'appelait Les résidus du vide. Alors là, c'est une photo au moment de l'inauguration où le chant sacré était présent pour enrichir les discours de quelques chants de la beauté dont ils ont le secret. On continue. Oui. Donc voilà l'installation en cours à l'intérieur. En fait, l'idée, c'était de faire apparaître et disparaître ces objets et cette lumière de la synagogue par des installations propres à
Ben Jack Nash, qu'il avait créé, je ne sais pas s'il faut dire comment ou pas. Il ne voulait pas qu'on le dise, alors je ne le dirai pas plus. Mais l'idée, c'était que quand on enlève un objet, il n'en reste plus que son ombre. Et que cette ombre symbolise donc cette communauté juive de Reichshofen disparue. Puisque ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que s'il restait en 1936 39 juifs à Reichshofen, il n'y en a que 15 qui sont rentrés en 1945. Tous les autres sont évidemment soit morts en déportation, soit fusillés dans la résistance. Voilà. Et donc, c'est à l'installation qui s'appelle Les résidus du vide, montrer que cette ombre qui reste, la permanence de l'ombre, la permanence du souvenir, malgré que l'objet qui lui a donné vie ait été enlevé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On continue? Je pense qu'on va voir ça plus tard. Là, on voit la photo de visite avec une classe à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Pendant la présentation de l'installation, et qui était d'ailleurs à ce moment-là, vous voyez au fond à droite, les deux personnages, ben, c'est le président de la Société d'Histoire de Reichshofen, Étienne Pomoy, et Jean-Claude Windling qui faisait fonctionner l'installation cette journée-là. Et vous voyez que entre les deux personnes, il y a un panneau de bois qui obscurcit la fenêtre, et que malgré que la fenêtre soit occultée, eh bien, nous avons sur le plancher, malgré tout, le reflet de cette fenêtre. Alors, par quel miracle ça a été posé, ça a été réalisé? Ça, il faudra le demander à Ben Jack Nash, qui vous répondra peut-être ou pas. L'image suivante. Voilà. Maintenant, on voit bien l'effet. C'est ça. Ouais. Les fenêtres sont donc occultées par des panneaux, et pourtant les reflets sont là quand même. Alors, c'était une installation à la fois simple et compliquée, en tout cas efficace, qui a fait que la plupart des gens se demandaient comment c'était possible. Mais je ne vous le dirai pas. Mais je peux ajouter vraiment que l'aspect technique n'était pas vraiment le sujet. Non, C'est-à-dire ce n'est pas le sujet, bien sûr. on n'a pas cherché vraiment comment. C'était vraiment l'aspect de vide, de quelque chose qui a disparu, qu'on voit une trace à la synagogue. C'est ça. Voilà, et ça a très bien marché, très bien marché. Ouais. Mais il n'empêche que beaucoup de gens se demandaient comment ça a été réalisé. Ouais. Et sur l'image suivante, si tu passes à l'image suivante, Yoav. Oui. Alors, ouais. Ça, c'est Henri Mellon, qui est le président de l'association de Dietrich, qui passe son doigt pour savoir si sa main allait faire de l'ombre ou pas, parce qu'il se demande comment ça fonctionnait quand même. C'était amusant. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de projecteur et c'est vraiment, c'est magique. Voilà. Ben c'était vraiment magique, oui. Alors, on continue? Oui. Alors après, c'est dommage, il y a un bout de l'image qui est coupé parce que dans la main qu'on voit en haut à gauche, normalement, on aurait pu lire au-dessus que c'est le catalogue des résidus du vide. Ouais. Bref, passons. Ouais. On va à la suite. Donc ça, c'était l'affiche des résidus du vide, avec une photo que vous reconnaissez peut-être. Voilà. Et voilà. Donc ça a été un grand événement de l'année 2018, pour laquelle on remercie encore le consistoire. Je terminerai par quelques images comme ça que j'ai faites de la choule, juste pour le plaisir de l'œil. Alors, on est arrivé au tableau. C'est ça, on arrive au tableau. On arrive au tableau, donc inauguration d'un Pentateuque, fête israélite de Reichshofen, célébrée le 7 novembre 1857. Voilà. Et on voit tous les corps constitués avec des bicornes, des chapeaux de forme, les enfants des écoles, tout le monde est là. Enfin, c'est un tableau qui est assez amusant. Enfin, c'est une gravure en fait. Hein. C'est une gravure dont il reste pratiquement très peu d'exemplaires. Il y a celle-ci qui est au musée alsacien et je connais un particulier de Reichshofen qui en a encore un exemplaire original lui aussi. Mais il n'y a pas dû y avoir beaucoup de tirages. On passe à la suite. On orthographiait Pentateuque avec un
P-A-N et pas P-E-N? Oui, oui. Ben, je pense que normalement, c'est avec un E, effectivement. Effectivement, Penta, ça veut dire 5 et ça s'écrit P-E-N-T-A. Mais bon. Après, écoute, hein, voilà. C'est en alsacien. Voilà, tout le monde s'est trompé. Et Yoav, je te permets pas de dire du mal des Alsaciens. Non, mais des Lorrains, oui, des Alsaciens, non. Ah. Voilà, on Non, a. mais je suis pas raciste, hein. Je suis pas Non, raciste, mais je n'aime pas les Lorrains. Pour une raison simple, c'est que ma femme est lorraine. Alors, tu comprends, c'est très, très grave. voilà. Voilà. Et moi aussi, je suis Lorraine. Ben, tant pis, hein, personne n'est parfait. Voilà. Moi aussi, je suis Lorraine. Enfin, quelqu'un qui réagit. Enfin. Bon, On laisse quelques quand même, images de la tour. 2 minutes au. Et il y en a encore 2, 3, mais juste pour le plaisir. Tu Ouais. peux continuer. Ah, ça c'est pour le plaisir. Hein. Je Ouais, vois ça que c'est tu pour le fais du plaisir. montage. Voilà. Voilà. Et puis, si tu continues, ben, on verra les bénévoles de la Société de l'Histoire qui nettoient tous les ans la synagogue, bien à fond. La suivante aussi, en se mettant à genoux, vous voyez. La suivante aussi. Puis vous voyez que c'est que des jeunes, hein, qui viennent travailler. Hein. Hmm. Ça, c'est le président de la Société d'Histoire, Étienne Pomoy, qui est au premier plan. Et puis l'image finale. L'image finale, c'est la suivante, Yoav. C'est Oui. la dernière. C'est la dernière qui dit merci de votre amitié. Et si vous voulez noter, si vous avez envie d'en savoir plus sur Achern, des environs ou même d'adhérer, vous pouvez écrire par mail ou à l'adresse que vous avez là, qui est d'ailleurs mon adresse personnelle. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, ben, j'aurai plaisir à y répondre, si je le peux, bien sûr. Vraiment, d'abord, merci énormément. Et c'était comme toujours magnifique. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer encore 3 heures facilement avec toi, de parler seulement de Reichshofen. Ben, j'ai une petite remarque, si tu permets, si on a encore 2 minutes. Oui. C'est que lors du Zoom sur Ingwiller, Oui. il y a un monsieur qui s'appelle Athias, je crois, qui parlait du style néo-byzantin ou néo-mauresque. Alors, Oui. l'un et l'autre sont très différents. Emmanuel, Et il parlait de comparaison avec la synagogue de Marseille. En parlant de la synagogue d'Ingwiller, ça n'a aucun rapport, surtout quand il parlait de l'affaire de Dreyfus, parce que la synagogue de Reichshofen est de 1880, donc 15 ans avant l'affaire Dreyfus, d'une part, et d'autre part qu'elle se trouvait en Allemagne. Donc le raisonnement qu'on peut éventuellement appliquer sur la synagogue de Marseille ne vaut absolument pas pour la synagogue d'Ingwiller, ni pour celle de Reichshofen non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. On laisse peut-être 2 minutes aux personnes réagir. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais faire une petite remarque par rapport à l'image qui se trouve derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est celle d'un Chazan, Jacques Jacob, qui avait été Chazan à Reichshofen. Et je crois que parmi les auditeurs, est-ce qu'elle est encore là? Ah. Allô? Ouais. Ben, j'ai plus d'image, tiens. Voilà. Voilà, non, il y a sa petite fille, son arrière-petite-fille qui se trouve parmi nous, Nicole Franck, et je vais lui laisser la parole, si tu peux lui donner la parole pour expliquer un peu le personnage qu'il a été. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Alors, Michel, tu veux montrer la photo, s'il te plaît? Et j'ai eu confirmation que c'était bien la porte d'après ce que je viens de voir. Allô? Oui. Michel, on ne voit pas. On ne voit pas la photo. Alors, Michel, je t'ai fait co-animateur, comme ça tu peux faire la photo en plus grand. Je vais essayer de… Ah, par contre, il ne faut pas qu'il y ait 2 appareils. Voilà. Non, fais-moi… On ne voit pas la photo, on la voyait tout à l'heure. Non. Alors, on ne t'attend plus, Michel. Fais-moi co-animateur, là, il y a la photo en question. Voilà, ok.
Non, c'est pas partagé encore. Si tu t'enlèves, on la voit. Alors je vous explique, c'est la photo de mon arrière-grand-père, Jacques Jacob. Vous voyez? Non, on ne voit pas. Ça va arriver. Voilà. Je travaille sur ça. Mais vous pouvez expliquer. Voilà. Alors, Jacques Jacob, Là, voilà. Ça y est. né en 1921, était Chazan à Reichshofen, et je ne sais pas par quel miracle ce tableau est resté, parce que mes parents ont tout perdu pendant la guerre, et c'est la seule chose que nous avons encore. Et je l'aime beaucoup, ce tableau, parce que c'est un tableau de Yahrzeit. Et je n'étais pas sûre de ce qu'il en était de la porte, mais je viens de vérifier pendant l'émission qu'il s'agit bien de la porte de la Schule de Reichshofen qui se trouve en fond, derrière lui, si vous regardez, quand vous verrez la photo. Et je vais vous lire un texte qu'une petite cousine a écrit concernant mon arrière-grand-père. Ce n'est que peu de temps avant sa mort, après avoir longuement hésité, que ma maman me confia un secret capital. Ton grand-père, qui est donc aussi mon arrière-grand-père, était pacifiste. La guerre était pour lui la chose la plus atroce qui soit. Son idéal était d'aider son prochain, de se dévouer. En 1870, comme tous les hommes jeunes, il a été mobilisé. Mais lorsqu'on lui a mis un fusil entre les mains, il a été pris d'une telle frayeur à l'idée d'avoir à se servir de cette arme qu'il la jeta et s'enfuit. Heureusement, dans la pagaille qui régnait, personne ne s'en aperçut. En 1920, l'Alsace redevenue française, Jacques fut convié à assister à une cérémonie grandiose commémorant la fameuse charge des cuirassiers de Reichshofen. Lorsque Clémenceau, l'invité d'honneur, lui serra la main, le rouge lui monta au visage. Il épilogua jusqu'à sa fin peu de temps après, sur les sentiments ayant provoqué cette émotion intense. La honte d'avoir été déserteur? Non, ce n'était certainement pas cela. De se trouver devant un grand homme de ce monde, entouré de pseudo-héros? Pas davantage. Sans doute était-ce la satisfaction d'avoir écouté sa conscience, à moins que ce ne soit le regret brutal d'assister à la glorification du massacre de l'homme par l'homme. 1921 est quand même écrit en allemand. Ah oui, parce que c'était encore la langue en usage. On n'avait pas eu le temps d'apprendre le français. Hein. Ein Licht Gottes ist die Seele des Menschen. Ner Elohim Neshmat Adam, oui. Donc, alors, madame, je n'ai pas retenu votre nom, je suis désolé. Nicole Franck. Madame Franck? Oui. J'aimerais bien avoir une copie de ces documents, si vous le permettez, parce que ce sont des pièces que je découvre, et une histoire que je découvre complètement, et que je voudrais bien verser au dossier historique de cette synagogue. Et donc, David Jacob était né à Utenheim. Oui. Et son fils, Émile, était aussi, Émile Jacob était aussi Chazan, je crois, à Mutzik. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que je peux avoir cette photo? Enfin, une copie, bien sûr. On peut s'arranger. Ouais. Et du témoignage de Madame Franck aussi? Pas de problème. De toute façon, ce sera publié sur le site bientôt aussi. Oui, oui, d'accord. Ok. Oui, mais vous l'aurez, vous l'aurez. Bon. Alors, moi, je voulais aussi, si vous permettez, juste par un clin d'œil, dire que le dernier Chazan de Reichshofen s'appelait Lang, qu'il est décédé en 1967. Sa petite fille, vous la connaissez peut-être, pas sa petite fille, sa fille, c'est Odette Lang, qui vit à Paris, qui est peut-être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je l'ai prévenue, mais je ne sais pas si elle nous a rejoints ou pas. Et voilà, c'était depuis le décès de Yvan Lang en 67 qu'il n'y a plus d'office dans cette synagogue. Un autre appel aussi, je voudrais me permettre un autre appel, c'est que je vous ai parlé des fresques, j'ai oublié de vous dire que personne ne sait me dire jusqu'à présent qui les a faites et surtout quand.
On ne sait pas si ces fresques elles figurent pas sur les plans d'origine. Donc, elles ont été faites postérieurement et j'aimerais bien savoir quand. Tu parles des médaillons? Je parle des médaillons, oui. Oui. Si quelqu'un peut avoir une idée là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Ouais. À ce propos, je voulais faire une petite remarque complémentaire sur les médaillons, puisqu'on hésitait entre Pessah et Shavuot. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'hésitation possible, hein, puisque dans la Torah, Shavuot est décrit d'abord comme Chag HaKatsir, hein, donc la fête des moissons. Donc, pour moi, c'est forcément Shavuot. Mais ça pose quand même la question, où est le médaillon de Pessah? Parce que ça paraît incroyable que il n'y ait pas Pessah alors qu'il y a Hanouka qui n'a quand même pas le même rang parmi les fêtes bibliques, on va dire. On est bien d'accord. On est bien d'accord, enfin qu'il n'est même pas une fête biblique d'ailleurs. Alors on peut essayer de se mettre d'accord en disant que c'est la synthèse des deux. Peut-être. Mais il n'y a jamais eu de 7e médaillon, c'est pas possible. Parce que il n'y a pas d'espace pour, il n'y a que 6 espaces. Il n'y a pas d'espace pour. Vraiment, et je voulais te remercier énormément. Bah, écoute, c'était avec plaisir. Comme toujours, c'est magnifique. Et Michel, merci pour les nouvelles informations, la photo. Ah oui. Il n'y a pas de quoi. Merci Nicole aussi, surtout. Merci Nicole aussi, bien sûr. Et merci à vous tous, et encore une fois. Et voilà, je vous donne rendez-vous vendredi à 14 h. Merci. Merci à tous. Merci à vous deux. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci.